Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, je vais vous demander de partir avec moi dans un voyage dans le temps et dans l'espace. On va faire un petit retour de 80 années en arrière et on va aller à Cambridge, en Angleterre, et on va entrer dans le bureau à King's College de l'économiste John Maynard Keynes. Et si vous faites un calcul rapide, vous voyez que ça nous emmène vers les années 30 et vous pensez aux problèmes qui se posent à l'époque. C'est la grande crise, c'est la dépression dans pratiquement, en tout cas tous les pays occidentaux. Et Keynes réfléchit et il pose la question suivante. Il se pose la question suivante. Est-ce qu'on pourra arriver à mettre tout le monde d'accord ? Est-ce qu'on peut vraiment essayer de baser une société sur le consensus où on ne prendrait les décisions qu'à l'unanimité et que tout le monde soit d'accord sur tout ? Et puis, il se dit non, ce n'est pas possible. Et vous le savez pourquoi, des goûts et des couleurs. Il y a des tempéraments différents, il y a des gens qui sont plus ouverts, plus fermés, etc. Et il se dit non, ça, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir dans l'autre sens, dans l'autre direction ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir au fait qu'il y a des gens qui sont très malheureux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un ressentiment vis-à-vis du système tel qu'il est organisé, et non sans raison, parce que voilà, il y a beaucoup d'inégalités, il y a des choses qui sont injustes. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir dans l'autre sens et se demander si on ne pourrait pas minimiser dans une société le nombre de gens qui sont malheureux, minimiser le ressentiment, la dissatisfaction, l'insatisfaction dans une population. Et il s'est dit oui, ça c'est possible. Ça c'est beaucoup plus réalisable que de mettre tout le monde d'accord sur tout. Et il réfléchit à ce moment-là et il se dit qu'est-ce qui pourrait dans une société comme la nôtre obtenir ces résultats du malheur tomber à son minimum. Et dans le cadre de la dépression, la réponse lui vient très facilement, c'est le plein emploi. Le plein emploi, il faut qu'on mobilise toutes les ressources en vue du plein emploi. Et il le dit à l'époque, ce n'est pas la solution économique optimale, mais il dit aux problèmes dont on nous dit que ce sont des problèmes économiques, la réponse n'est pas nécessairement économique, elle doit être politique au sens du mot politique, c'est-à-dire la police, la société dans laquelle nous vivons, organiser la société qui est autour de nous. Alors, si on voulait résoudre les difficultés dans notre société, on pourrait reprendre la solution de Keynes et dire on va essayer de réorganiser à nouveau le plein emploi. Mais là, il y a une difficulté. Et d'ailleurs qu'il avait prévu lui-même dans un article qu'on cite beaucoup maintenant, je crois un article du début des années 30, le chômage structurel. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être remplacés dans leur travail par une machine. Et cette machine, ce n'est pas nécessairement un robot, ça peut être un logiciel, ça peut être un algorithme, comme on dit. Les sténodactylos, qui ont disparu entièrement, n'ont pas été remplacés par un robot. Elles ont été remplacées par les traitements de texte. Beaucoup de comptables qui faisaient des calculs sur des bouts de papier avec un crayon, avec une règle à calculer, ils ont disparu, ils ont été remplacés par le tableur. Il y a plein de métiers qui sont en train de disparaître. L'emploi disparaît de manière massive. Vous verrez ces études, on en parle beaucoup, qui nous disent que à l'horizon de 2030, 30% des emplois dans tel secteur auront disparu. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours et qui nous dit qu'à l'horizon de 100 ans, plus personne ne sera nécessaire dans un travail. Et quand on y réfléchit, c'est une chose que nous avons voulu. Moi, j'étais gosse dans les années 50. Dans les années 50, on nous parlait de l'an 2000. Et l'an 2000, c'était une vision extraordinaire, c'était splendide. En l'an 2000, on serait remplacé par des machines et on passerait beaucoup plus de temps à des activités créatives. On connaîtrait tous la musique, on jouerait tous un instrument. On irait nous promener dans la nature avec nos enfants, puis avec nos petits-enfants. Le remplacement par la machine a eu lieu, il est en train de se faire. Mais on avait oublié une chose dans les années 50, c'est que la personne qui est remplacée dans son travail ne reçoit pas de l'argent pour le faire. Au contraire, on la culpabilise de plus en plus. Et dans notre société, il y aura de moins en moins d'emplois. Les gens seront de plus en plus culpabilisés. Et si les gens qui ont encore un travail essaient de se défendre, leur position deviendra de plus en plus faible parce qu'il y aura trop de concurrence. Une étude nous montre quand on introduit un robot
pour 1000 dans la population, il y a 4 ou 5 emplois qui disparaissent. Mais encore pire, les salaires de tout le monde baissent d'1%. Pourquoi ? Parce que la concurrence augmente entre ceux qui restent et qui se battent pour les emplois. Alors, si le plein emploi n'est plus une possibilité pour nous, comme la chose à laquelle nous pouvons rêver, par quoi peut-on le remplacer ? Et alors j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça. Et pour moi, les choses sont sympathiques. Vous voyez, on m'invite, on me demande de faire des conférences. Je pense à l'argent de temps en temps dans la journée parce qu'on m'en demande, parce qu'il y a des factures à régler, etc. Et je regarde sur mon compte en banque et puis je peux régler les sommes et c'est formidable. Mais il y a une époque dans ma vie, en fait, il y a eu plusieurs époques dans ma vie où le genre de talent que j'avais, ça n'intéressait en fait personne. Ça n'intéressait personne. Et là, à ce moment-là, je pensais à l'argent, peut-être une fois par minute dans la journée, parce qu'on me réclamait de l'argent. J'avais 4 enfants à charge et je n'avais pas l'argent. Et quand je dis une fois par minute, c'était peut-être une fois toutes les 30 secondes. Et si vous connaissez cette situation, si vous êtes passé par là, si vous êtes peut-être même dans cette situation aujourd'hui, vous savez ce que ça fait, ce genre de réflexion, de penser trop à l'argent. Ça détruit les familles. Ça détruit les familles et ça fait pleurer les petits-enfants d'une manière qu'on a du mal à arrêter. Alors je pensais à ça et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais ma réponse à la question que penser à la place du plein emploi de Keynes aujourd'hui, un monde sans argent. Un cauchemar disparaîtrait entièrement pour, peut-être pas tous d'entre nous, nous avons peut-être de la chance, mais pour beaucoup d'entre nous, un cauchemar disparaîtrait du jour au lendemain. Alors on nous dit oui, mais bon, vous rêvez, utopie, etc. On n'est pas assez riche pour faire ça. On n'est pas assez riche pour faire ça. Vous connaissez ce chiffre ? C'est Oxfam qui le fait circuler. Aujourd'hui, dans le monde, 8 personnes ont, en termes de richesse de patrimoine, l'équivalent de la moitié de l'humanité. 3,7 milliards de personnes. 8 personnes d'un côté, 3,7 milliards. Vous savez ce que c'est 3,7 milliards ? La première fois que j'ai fait un exposé, je me suis trompé. 3,7 fois 1000 fois 1000 fois 1000. 3 fois. J'avais oublié un 1000, tellement le chiffre est énorme. 8 personnes qui ont les mêmes ressources que la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité la plus pauvre, bien entendu. Oh. Je vous ai mis ça parce que je vais le lire, on va le lire ensemble. Le plus grand bien. Quel est le premier objet de la société ? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits ? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Quel est le problème à résoudre en matière de législation sur les subsistances ? Le voici. Assurer à tous les membres de la société la jouissance de la portion des fruits de la terre qui est nécessaire à leur existence, aux propriétaires et aux cultivateurs le prix de leur industrie et livrer le superflu à la liberté du commerce. Je défie les plus scrupuleux défenseurs de la propriété de contester ces principes, à moins de déclarer ouvertement qu'il entend par ce mot le droit de dépouiller et d'assassiner ses semblables. Le problème, la législation des subsistances. Bon, ça nous met la puce à l'oreille. C'est pas maintenant, on ne parle pas comme ça. Qui est-ce qui parle ? Qui est-ce qui a parlé comme ça ? Qui est-ce qui a fait ce discours ? Eh bien, c'est un certain Maximilien Robespierre. Un certain Maximilien Robespierre, c'est un nom qui fait peur. On dit sanguinaire, un tyran, etc. C'est un nom dont on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser de nos jours. Il faut peut-être se remettre un petit peu dans l'atmosphère quand même. Quand il a dit ça, les troupes étrangères avaient envahi la France par le nord et par l'est. La guerre civile, vous le savez, régnait au sein de la France à différents endroits. Tout le monde n'était pas d'accord avec l'idée de la révolution. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé ? Il était naïf, il faut dire, c'était un naïf. Il a proposé que tout le monde s'adonne à la vertu. Et il a vu malheureusement que tout le monde ne pouvait pas s'adonner à la vertu.
et il a imposé en effet la terreur, et il est mort avec la foule qui criait à la convention mort au tyran. Mort au tyran. Ben, j'ajouterai quand même encore une autre chose à propos de Robespierre. Vous vous souvenez comment on l'appelait? On l'appelait l'incorruptible. Mais alors, si vous lisez les journaux, si vous écoutez la radio, si vous regardez la télévision ces jours-ci, vous verrez que c'est un terme qu'on a vraiment du mal à appliquer de nos jours à beaucoup de personnes. Et je n'ai pas le sentiment que même dans l'histoire, on ait voulu appliquer ce terme à beaucoup de personnes. Alors, il faut y penser à Robespierre quand il a parlé de cela. Le premier de ses droits, c'est celui d'exister. Ça me semble une chose absolument indispensable. Et vous l'avez compris, ce qu'il proposait, c'est ce que sur l'indispensable soit gratuit. Le reste, le superflu, ce qu'il y a en plus, on peut le laisser dans les mains du commerce. Alors, quand on parle de gratuité, ce n'est pas quelque chose que nous n'avons jamais entendu parler. Il y a une époque où l'éducation, l'instruction était gratuite. On trouvait ça normal. Au moment où on l'a instauré, on a trouvé ça formidable. Et puis on a perdu l'idée un tout petit peu. Il y a une époque pas si lointaine, on appelle ça les 30 glorieuses, où la santé était gratuite. Eh bien, on pourrait commencer par revenir à la gratuité sur ces choses-là, sur l'indispensable, sur ce qui permet aux gens de vivre. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment possible de payer pour cette gratuité? Où trouverait-on les ressources qui nous permettraient de payer pour cette gratuité de l'indispensable? Et c'est là qu'il faut revenir à la réflexion sur le plein emploi. La personne qui est remplacée dans un travail ne bénéficie par une machine, que ce soit un logiciel, que ce soit de l'informatique, du numérique, ça n'a pas d'importance. La personne qui est remplacée aujourd'hui par le processus de l'automation ou de la mécanisation n'en bénéficie pas. Il y avait un philosophe suisse au début du XIXe siècle, dans les années 1810, qui s'appelait Sismondi. Il réfléchissait à l'époque aux ludites. Les ludites, c'était les ouvriers qui étaient remplacés par des machines et qui allaient détruire les machines. Pourquoi? Parce qu'ils ne bénéficiaient pas du fait d'avoir été remplacés. Et Sismondi a dit la chose suivante. Il a dit la mécanisation, c'est un bénéfice pour l'humanité tout entière. Il faut que ces bénéfices soient partagés, et en particulier que celui qui est remplacé par la machine bénéficie d'une rente sur la richesse qui sera créée dorénavant à partir de cette machine. Alors, cette idée-là, je l'ai ressuscitée en 2012. C'était dans une de ces chroniques que je fais pour le journal Le Monde. Il y a un candidat aux élections, vous le savez peut-être, qui s'appelle M. Benoît Hamon, qui a repris. C'est mon idée de la taxe robot. On l'appelle la taxe robot parce que c'est plus simple que de dire la taxe sur la mécanisation. Moi, je l'ai appelé au départ, quand je l'ai introduite, l'idée de la taxe Sismondi. Alors, cette taxe, elle permettra, à mon avis, de commencer par faire qu'à nouveau l'instruction soit gratuite, parce que vous savez que l'instruction, l'éducation, quand elle n'est pas gratuite, elle reproduit simplement de génération en génération les privilèges de certains et les difficultés des autres. On peut revenir à la gratuité sur la santé, et puis on peut continuer. Quand on pense au niveau local, les transports locaux, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on paye pour ça. Je faisais une conférence l'autre jour à Vitré. À Vitré, les transports en commun sont gratuits. Et puis on pourra penser au logement élémentaire, pas des palais pour tout le monde, bien entendu. On pourrait penser à étendre le système des chèques repas qui permet d'avoir de la nourriture de base. Il ne s'agit pas d'aller acheter des ortolans ou du whisky avec ça. Aux États-Unis, les food stamps, c'est-à-dire des coupons qui vous permettent d'acheter à manger et à boire, des choses élémentaires, pas du whisky, comme je viens de le dire. 15% de la population bénéficie de cela. La gratuité, c'est une idée qui nous est en fait connue. On peut la remettre en place. On peut faire que les dividendes, que la richesse créée par les machines n'aille pas simplement alimenter les dividendes distribués aux actionnaires ou alors ces sommes extraordinaires que vous pouvez voir tous les jours. Tel patron d'entreprise reçoit un bonus de 10 millions, mais le journaliste vous dit 7 millions aurait été plus correct. Toutes ces sommes sont des sommes absolument pharaoniques et tout à fait obscènes. Il ne faudrait jamais accepter ça. 8 personnes d'un côté, 3,7 milliards de l'autre. La question n'est pas que nous ne soyons pas assez riches, la question c'est la distribution, la redistribution de la richesse qui est créée, et pas simplement par un problème, par une fiscalité de type classique où on va un peu prendre aux autres pour donner aux autres.
La machine, la mécanisation, nous avons voulu cela, nous avons voulu les robots, nous avons voulu les logiciels, pas individuellement, mais notre culture, notre civilisation l'a voulu. Il faut que tout le monde en bénéficie. Et demain matin, je me réveillerai, peut-être, ce ne sera peut-être pas exactement demain, mais dans les jours qui viennent, et je me réveillerai et je me dirai, un cauchemar est terminé, l'argent a disparu, il n'y a plus d'argent, les petits-enfants ne pleureront plus parce que leurs parents se disputent parce qu'il n'y a pas assez d'argent à la maison. Ce paradis que nous imaginons souvent en nous disant il faut le mettre ailleurs, il vient plus tard dans un autre monde, nous pouvons le réaliser ici. Merci.